Bonsoir à tous et toutes, merci d'être là, d'avoir bravé la météo pour venir ce soir nous infliger et comprendre ce qui nous compromet, plus exactement en quelle mesure l'innovation semble être la compromission de l'homme moderne. Je vais, comme habituellement lorsque je n'ai pas d'invité, parler sur cette question de la compromission de l'homme moderne par l'innovation. Et puis, dans un second temps, on ouvrira la discussion tous ensemble. Pour ceux qui ont des remarques par rapport à ce que je vais présenter ce soir, c'est donc l'année 2, la 4e séance de l'année 2, concernant la philosophie critique de l'innovation avec le Collège international de philosophie. Très rapidement, je résume ce qu'on s'est dit la dernière fois. Et on s'est questionné plus particulièrement la dernière fois sur la notion de progrès. Et en quoi le progrès était constitué avant tout comme une force vitale, on pourrait le dire presque avec Bergson, qui nous pousse à mieux vivre, à mieux être dans une perspective désintéressée. Non pas que celui qui est en charge du progrès ou celui qui fait le progrès soit désintéressé de ce qu'il fait, évidemment, mais il le fait pour quelque chose qui est finalement plus grand que lui. Et plus grand que lui, ce qui n'est pas étonnant, le progrès, dès lors, prend ancrage chez les philosophes, chez les scientifiques. Et cette dimension-là est particulièrement importante, car le progrès est une réponse qui est donnée dans une perspective. C'est ce qui différencie finalement de l'innovation qui, elle, ne s'inscrit pas dans une perspective, mais plutôt, on avait dit ensemble, une opportunité. Nous avons vu que le progrès n'a rien de matériel en soi, que la société progresse aussi par les us et coutumes, par les lois et les changements d'attitude envers les mœurs, la morale, par exemple. Toutefois, que ce soit avec des progrès objets ou des progrès de société, la peur, la crainte restent présentes de ce qui peut changer. J'ai pris 2 exemples la dernière fois. Le mariage pour tous est dit un progrès qui inquiète. L'intelligence artificielle inquiète également. Dans les 2 cas, nous sommes dans une forme de progrès. Vous vous souvenez, j'avais expliqué ça avec le latin, progressus, la marche en avant. Malgré les notions d'inquiétude, malgré les peurs, on n'arrête pas le progrès. On peut le ralentir, certes, mais il n'est pas arrêté, ni par les hommes, ni par les lois. Et quand il nous dépasse, le progrès, on se rend compte parfois tardivement de ses effets, et bien que nouveau, il ressurgit un nouveau progrès pour contrer un mauvais progrès, pourrions-nous dire, et on avait appelé ça ensemble le technosolutionnisme. Le progrès, dans son acception la plus large, comme la plus profonde, est ce qui semble diriger l'humanité depuis toujours. Dans sa quête d'une vie meilleure, on avait vu que le progrès, c'était d'aller du moins bien au mieux, mais encore une fois, à quel prix ? Car finalement, il y a un prix à payer, et cela semble être une forme de compromission, thème de ce soir, dans quelle mesure nous avons un prix à payer et peut-être se compromettre pour pouvoir avoir accès ou bien au progrès, ou bien aux questions d'innovation. Voilà ce que nous étions rapidement dit la dernière fois. Depuis 4 séances, cette année, nous nous concentrons sur les critiques de l'innovation. Et s'il y a critique, c'est pour plusieurs raisons. Mais toutes les critiques vont se rassembler sur un point cardinal. C'est que l'homme est compromis. Il y a une forme de corruption qui se met en place par l'innovation. Voulu ou non, on va essayer de voir ça ensemble. L'idée derrière cela correspond au fait que l'homme n'est plus en mesure de penser, il est comme écrasé par les innovations autour de lui, auxquelles finalement il va se soumettre. Et on va voir dans quelle mesure il se soumet complètement, pourquoi, quels en sont ses intérêts. Nous nous compromettrions lorsque nous acceptons, par exemple, de livrer nos données, mais aussi quand nous livrons notre temps, notre vie privée, par exemple, à des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas moins vrai face à une compromission avec une recherche de confort, une recherche de simplicité qui est recherchée lorsque nous sommes, par exemple, face à une technologie nouvelle, qu'elle soit téléphone portable, qu'elle soit une nouvelle voiture, elle est une offre de tourisme, c'est une nouvelle proposition alimentaire, une nouvelle proposition vestimentaire. Mais ce n'est pas que la société de consommation, cette compromission à l'innovation, elle peut être aussi vue dans les grands champs de la société. Par exemple, l'éducation, par exemple, la santé,
l'énergie, le transport. Il n'y a pas moins de compromission ici, on va essayer de l'expliquer ensemble ce soir, que par exemple dans une proposition de produits de grande consommation. Ce soir, pour illustrer cette compromission, on a vu plusieurs exemples ces dernières séances, nous allons nous appuyer sur deux penseurs qui se sont interrogés directement ou pas, ce sera un peu moins vrai pour le premier que le deuxième, en termes d'expression à proprement parler. Face au développement économique et industriel, le premier, je vais le dire avec un accent français, enfin complètement en français pour justement pas avoir d'accent français en anglais, Henry David Thoreau, mais évidemment c'est Thoreau pour les anglophones, et de l'autre, Ivan Illich. Henry David Thoreau, c'est 1817-1862, Ivan Illich, pour situer, c'est 1920-2002. La critique de la société industrielle, on va commencer avec la question de la quantification. La critique de la société industrielle va commencer par une critique de la quantification, de la mesure de notre société. Il y a une sorte d'omniprésence permanente du chiffre dans l'innovation, et l'innovation est le résultat de la surindustrialisation, du suroutillage de la société, qui nous ont amenés à réfléchir qu'en termes de résultats qui se mesurent. Production, rapidité, performance, succès, rentabilité. La logique de l'innovation, depuis son entrée dans l'ère capitaliste, qui n'a pas toujours été le cas, je vous rappelle, on avait vu ça ensemble, est constamment soumise aujourd'hui à une logique de quantification, qui est finalement l'élément déclencheur, puis vecteur, destiné à une production industrielle de masse. On notera que chez Ivan Illich, le premier coupable de cette situation, c'est l'institution scolaire. La première à introduire la mesure comme un véritable indicateur au sein de la société. Illich va écrire ce livre important, Une société sans école. Illich cherche à montrer, je le cite ici, « Les valeurs institutionnalisées que l'école fait pénétrer dans les esprits sont valeurs étalonnées. Le rite initiatique qui conduit les êtres jeunes à un monde où tout se mesure, y compris l'homme. » Et cette approche pour Illich va être une problématique, car en effet, nous allons en permanence quantifier, je l'ai dit, production, rapidité, performance, rentabilité, succès, ce sur quoi va être appuyée l'innovation, et ça va avoir une conséquence directe sur une sorte de perte d'individualité, mais également une dégradation de la créativité par le chiffre, par la quantification permanente. Les conséquences sur l'innovation ne sont pas négligeables, puisqu'il s'agit toujours d'élaborer quelque chose de neuf, certes, mais surtout quelque chose de mesurable. Et dans le dispositif capitaliste, dans le dispositif libéral dans lequel nous sommes, cela doit être économiquement mesurable, forcément par le profit, éventuellement le chiffre d'affaires. Ainsi, c'est plutôt autour d'innovations que l'on va dire bien souvent incrémentales, rentable, facile, reproductible, que la concentration va se faire. Pour le dire d'une autre manière, la prédominance de la mesure est une gêne à l'invention, ainsi que nous l'avions différencié précédemment de l'innovation. Or, nous le savons, ce qui crée l'impulsion du progrès, c'est justement, ce qu'on a vu la dernière séance, le désintérêt, l'impartialité et l'invention. En conséquence, ce n'est plus l'innovation. Autrement dit, et je le reformule une troisième fois, le fait d'être mesuré par l'innovation, contrairement à l'invention et le progrès, va desservir l'invention et le progrès dont peut-être nous aurions besoin au profit de l'innovation. À force de chercher toujours à mesurer, l'individu se trouve enfermé dans des normes restrictives, rendant le progrès, initialement recherché à travers l'innovation et l'éducation, quasiment impossible à réaliser. Le système éducatif nous forme, dès notre plus jeune âge, à ce qui est mesurable. Je cite une nouvelle fois Ivan Illich. « Une fois rabaissé à cette taille médiocre, comment pourrait-il, il parle des plus jeunes, saisir l'expérience non mesurable? À quoi cela peut être dû? Comment peut-on évaluer quelque chose qui n'est pas mesurable? Si nous formons dès le plus jeune âge à ce qui est simplement dès lors associé à la notion de quantification. La mesure finit par avoir finalement un pouvoir aliénant par l'homme,
pour l'homme, qui ne cherche plus à se réaliser individuellement, à être celui qui, au sein d'une société de quantification, possède davantage. La mesure induit la standardisation et pousse l'individu à n'être qu'en fonction de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Et il évalue son degré de réalisation en fonction de quoi? De ce que l'autre va également avoir. À n'être concentré que sur la mesure, que sur le chiffre, ce qui est finalement produit devient finalement secondaire. On va regarder, mesurer le succès, encore une fois, rentabilité, profit, chiffre d'affaires, mesure, chiffre, volume. Dans une ère de surproduction et de surconsommation, les individus s'efforcent continuellement d'inventer de nouvelles choses au nom de ce que nous avions appelé ensemble le progrès, mais sans réellement questionner ce dont il s'agit. Je cite une nouvelle fois Illich. Le souci de toujours renouveler modèles et marchandises, usure rongeuse du tissu social, produit une accélération du changement qui ruine le recours au précédent comme guide de l'action. Ça c'est important, la dernière phrase notamment, produit une accélération du changement qui ruine le recours au précédent comme guide de l'action. Autrement dit, je reformule, la question est qu'est-ce qui guide notre action? Eh bien notre action qui est guidée va être remplacée celle-ci par ce qui est produit de nouveau. Autrement dit, je ne vais plus savoir moi-même ce à quoi je suis guidé ou par quoi je suis guidé. La course frénétique à l'innovation technique, avec un axe toujours plus, toujours mieux, a progressivement conduit le manque de réflexion que l'on pourrait dire avec Illich, ce n'est pas lui qui le dit, mais du pourquoi. L'innovation doit permettre l'homme à se doter d'outils, on l'a déjà dit, pour bien vivre, et doit favoriser le progrès. Mais Illich souligne cependant qu'il y a un paradoxe, un retournement dans la conception de l'innovation. Car, et ce point-là est important, elle ne vise plus à répondre à un besoin, mais ce grand débat à en créer un, à travers un mythe de la consommation illimitée, et ce mythe se fonde sur la croyance selon lequel le système de production fabrique un bon produit, et que par conséquent, puisque valeur il y a, alors la demande va naître. L'innovation se trouve ainsi progressivement détournée de sa motivation première. Et sa motivation première, c'est l'amélioration d'une situation existante. Elle semble désormais évoluer plutôt vers une création artificielle de demande et dans une logique qui va être mesurable, économiquement mesurable. Tout ça nous pose une autre question, qui sont donc rentrer dans le détail de cette notion de besoin nécessaire ou artificiel. Pour ça, Thoreau, que j'ai cité tout à l'heure, va regarder cette notion du moyen de ne pas se compromettre. Comment ne pas se compromettre? Et Henri David Thoreau va justement essayer de réduire ses besoins au minimum et cherche à mettre cela de manière très concrète avec son fameux départ pour Walden, lieu destiné pour lui à donner du temps pour méditer, écrire, s'essayer à la vie sans confort, sans le superflu par la société. Juste une parenthèse, Walden se situe à peu près 3, 4, 5 km de Concorde, aux États-Unis. Concorde est une petite ville qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Boston. Et donc, je ne rentre pas dans le détail, mais il va habiter là-bas pendant 2 ans de manière précise. Il va habiter là-bas sur les conseils et sur l'achat du terrain de son maître Ralph Waldo Emerson. Et c'est pour ça qu'il va essayer d'aller prouver là-bas qu'il est facile que les hommes se satisfassent de ce qu'il va appeler de véritables besoins, s'ils sont capables d'y réfléchir. L'objectif de Thoreau, c'est de montrer en quoi l'homme n'est plus lui-même dans la vie moderne. J'ai rappelé les dates tout à l'heure, on est au début du 19e siècle. Il n'est plus lui-même dans la vie moderne, que l'homme devient quelqu'un d'autre par les aspects matériels qui l'entourent. Il va établir une cabane au cœur de la forêt, cabane qu'on peut toujours voir, en plus exemple on voit les traces aujourd'hui de ce que Thoreau avait fait, puis une reproduction de sa cabane qui est un petit peu plus loin, au bord du lac de Walden. Il établit donc une cabane au cœur de la forêt, et il fuit ce qu'il dit n'est pas nécessaire, et se dresse contre la société moderne qu'il voit se construire devant ses yeux. Cette notion-là, lorsque Henry David Thoreau y va, il n'est d'une certaine manière influencé par ses propres écrits, parce qu'il a écrit à la fin de ses études à Harvard un texte qui s'appelle « L'esprit commercial des temps modernes
et son influence sur le caractère politique, littéraire et moral d'une nation. On y trouve ici, dans un tout petit texte, c'est quelques pages, de l'esprit commercial, les appétits matérialistes et opportunistes des individus. Il dit que tout n'est pas perdu néanmoins, car il avance que l'humanité saura s'émanciper de cette possession matérielle et de l'accroissement des richesses, que l'esprit commercial finira par s'éteindre, submergé par les individus qui auront alors besoin de retrouver leur intégrité individuelle. Il considère alors qu'il faut aller jusque-là, c'est-à-dire qu'il nous faut toucher le superflu, toucher la surconsommation et la surproduction pour pouvoir retrouver son intégrité. Alors, dit-il, c'est alors que la nature reprendra ses droits, alors qu'elle est aujourd'hui exploitée, saccagée, dans ses couches les plus profondes pour trouver des minarets, installer des voies ferrées. Je viens de citer Thoreau quand il a alors 20 ans et qu'il écrit son discours en 1837 lorsqu'il il présente son mémoire de fin d'études à Harvard. Cette question de besoin qui est intéressante pour nous dans la mesure où il va essayer de chercher qu'est-ce qu'un besoin naturel et nécessaire. On ne peut pas s'empêcher ici de convoquer Épicure, bien sûr. Épicure, comme on le sait, a 3 formes de besoins. Il y a les besoins naturels et nécessaires. Je mange, je bois, de l'eau, du pain, j'ai un toit pour pouvoir me protéger. Il distingue, Épicure, des besoins naturels et non nécessaires. J'ai besoin de manger, mais je vais dans un restaurant gastronomique. C'est un besoin naturel de manger, mais ce n'est pas nécessaire d'aller dans un restaurant gastronomique. Des 3e types de besoins chez Épicure, des besoins non naturels, non nécessaires. Et à ce titre-là, Épicure souligne la notion, par exemple, de vouloir de l'argent, de vouloir la gloire, de vouloir le succès, par exemple. Eh bien, Henri David Thoreau, qui est un lecteur des anciens, des Grecs, eh bien, souligne cette notion très importante de c'est quoi le besoin naturel et nécessaire. L'exemple mis en œuvre lorsqu'il se rend dans cette cabine qu'il construit de ses mains, où il va manger ce qu'il arrive à pêcher, boire ce qu'il peut récupérer comme eau de pluie, eh bien, c'est une démonstration de ce qui va être appelé les besoins nécessaires. Un siècle plus tard, Ivan Illich questionne aussi cette question de besoin, que l'homme peut créer son origine. Et ce que j'ai dit au début de mon intervention, il va trouver que c'est à l'école que ça se passe. C'est dès l'école que nous sommes en train de créer les besoins. Je cite Illich. « Le seul fait que les écoles existent fait naître la demande d'une formation scolaire. Une fois instruit de la nécessité de l'école, la même logique nous conduit à en remettre bientôt aux autres institutions, dont nous ne sommes plus que les clients. » Alors ce terme-là est très important chez Illich, la notion d'institution. La notion d'institution, elle est celle que l'on connaît. Ça peut être ici comme une mairie par exemple, ça peut être la police, ça peut être l'hôpital, ça peut être la prison, ça peut être l'ensemble des institutions. Pour Illich, c'est relativement clair, s'il y a une prison, on va avoir des prisonniers. On va avoir cet ensemble de constructions qui va faire naître par la création dite des institutions. Et c'est intéressant, je fais juste une parenthèse, mais Thoreau finira lui-même une fois en prison. J'en parlerai peut-être très rapidement tout à l'heure, mais il passe qu'une nuit parce qu'il a refusé de payer ses impôts. J'expliquerai pourquoi peut-être tout à l'heure. Je reviens sur Illich. La notion de besoin est alors complètement retournée par rapport aux croyances des études, des organisations très modernes, comme la question du management, comme la question du marketing. Le besoin ne naît que parce qu'on nous fait une proposition avec l'illusion, une fois que cette proposition est institutionnalisée, qu'on ne peut s'en passer. Ce qui signifie que l'institution peut prendre une autre coloration. L'autre coloration, ça peut être, et je peux prendre un exemple qui m'est arrivé il y a moins d'1 heure en arrivant ici, où je suis en train de demander quelque chose à l'accueil pour l'organisation de la salle. Par exemple, une petite dame plutôt âgée était devant moi et elle demande le plan des Jeux Olympiques. Et la réponse qui a été faite à l'accueil, je vous le donne en 1000, vous pouvez le télécharger sur Internet. Nous sommes exactement dans la création d'un besoin donné par une institution pour une dame qui, effectivement, voulait ou bien s'organiser, ou bien, d'après ce que j'ai compris, ça la gênait plutôt qu'autre chose, les Jeux Olympiques, et voulait éviter à tout prix de pouvoir se retrouver dans différentes manifestations. Eh bien, elle n'a pas le choix, dans la demande qui est créée, d'une part, ce n'est pas l'institution mairie qui a créé, évidemment, Internet. Il n'empêche que l'institution a utilisé cette demande-là, qui fait que le citoyen devient dépendant. Et ça, c'est ce que Illich explique en disant qu'on ne peut plus s'en passer.
L'outil produit est diffusé à une si large échelle et est tellement prégnant dans la société que tout le monde ne peut que le réclamer. Soit car les institutions ont fait en sorte que cet outil est un outil indispensable pour vivre, soit par mimétisme, et ça, on reprend évidemment Gabriel Tarde, dont on avait déjà parlé, le sociologue qui avait parlé de cette notion d'imitation et de mimétisme que l'on peut avoir. Le problème principal est que les institutions ont persuadé l'homme afin de l'asservir, qu'il n'avait pas la capacité de s'autosatisfaire et de comprendre ce dont il avait besoin. Autrement dit, on ne nous demande pas d'élaborer nos besoins, on nous souligne les besoins que nous avons. Le rythme de la nécessité est insufflé par l'industrie et l'innovation, non plus par l'instinct humain, qui pourtant a toujours été fonctionnel dans les sociétés pré-industrielles. Illich déplore un mensonge de la société, celui de l'incapacité de l'homme qui le réduit, l'annihile et l'aliène. Je cite Illich. « Le manque que la société industrielle entretient avec soin ne survit pas à la découverte que personne et communauté peuvent elles-mêmes satisfaire leurs véritables besoins. » On peut supposer que la dame était effectivement d'un certain âge, donc elle avait connu sans Internet, sans Internet et sans l'existence d'Internet, elle avait une autre façon de fonctionner, qui peut être les plans physiques ou autre chose. Il n'empêche qu'aujourd'hui, elle ne peut plus satisfaire son besoin simplement de pouvoir se déplacer dans la rue, dans l'arrondissement où elle habite, de manière sereine. Ce qui lui résout le problème, c'est la technologie. Afin de pouvoir redonner à l'homme un pouvoir de décision et rendre à la nécessité humaine sa valeur de guide, je cite de nouveau Illich, « Il incombe à l'historien et au philosophe d'éclaircir les sources et le cheminement du concept des besoins, il met des guillemets à besoins, en Occident. Ce travail est alors nécessaire pour pouvoir redonner du sens à nos innovations et à utiliser intelligemment ses capacités techniques. Ainsi, on peut le déplorer. Les individus, et vous allez voir que mon exemple, j'allais dire, heureusement que j'ai eu l'exemple tout à l'heure pour illustrer ce que je vous dis, les individus ont désappris à reconnaître leurs propres besoins, comme à réclamer leurs propres droits, ce qui pouvait être le cas de cette dame, qui deviennent finalement les proies de la méga-machine qui définit à leur place les manques et les revendications. Si la société est parvenue à calquer les besoins de tout un chacun selon une simple capacité technique et des nécessités économiques, il revient donc à l'homme de se libérer de ses tutelles, pour dire de ses béquilles, et à se faire confiance sur ce qu'il estime nécessaire. Ce questionnement premier sur le besoin est le fondement de la réussite de la société. Et lui seul permet l'avènement d'une société, j'utilise le mot à dessein car je vais le développer plus tard, d'une société conviviale. À l'encontre de cette perspective, il y a au contraire, aujourd'hui, un processus d'escalade apparemment désiré, qui n'est pas encore atteint, et peut-être que quand on l'atteint, on va revenir sur ce que Thoreau va dire en disant qu'on va pouvoir retrouver notre propre intégrité. Le consommateur, le client, ceux qui vont acheter, ne lutte plus contre son habitude morbide, il éprouve un besoin sans cesse plus grand du produit ou du service. Ce besoin créé artificiellement est donc tout d'abord, et c'est intéressant, une source d'insatisfaction à l'échelle individuelle, car l'acquisition de biens ne venant répondre à aucune nécessité ne peut qu'être qu'illimitée et donc jamais comblée. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser ici à Diogène, non pas Diogène Laërce, mais Diogène le cynique par exemple, qui signifiait ce qu'il appelle les plaisirs et le bonheur éphémères, et le plaisir qui est impossible à rassasier. C'est exactement le même propos que Illich va reprendre ici lorsqu'il va questionner la question de c'est quoi le prochain besoin illimité, éphémère. Par ailleurs, la création de besoins est aussi source de frustration pour la collectivité, car le bien commun devient peu à peu quoi ? Un marqueur social. Et donc, il va créer une sorte de second type de besoin, qui n'est pas celui de combler par l'outil ou le service que je peux avoir, mais par l'effet que je peux avoir de l'image que j'ai. L'innovation étant toujours plus compliquée techniquement, elle finit par être l'objet de biens onéreux, qui coûtent de l'argent, qui sont chers, que seule une partie de la population peut s'offrir. Les pauvres, les plus précaires, sont donc mis au banc de la société, et il y a un effet de polarisation induit par les institutions qui sont encore plus renforcées.
Je cite Illich. Chaque besoin auquel on trouve une réponse institutionnelle permet l'invention d'une nouvelle catégorie de déshérités, ceux qui n'ont pas accès. Il va même appeler ça les marginaux. Les marginaux, pas au sens où on pourrait l'entendre, qui pourrait être hippie, punk ou autre chose. Les marginaux, c'est ceux qui n'ont pas accès à cette technicité. Je finis ma citation. Et introduit une définition neuve de la pauvreté. Ça, c'est très important. Et introduit une définition neuve de la pauvreté. Ce qui signifie que la pauvreté ne va pas être simplement cette revenu minimum possible, mais la pauvreté va être celui qui n'a pas accès à quelque chose que tout le monde va avoir accès. Dans ce cadre de la création de besoins, la société a engendré ce que Illich va appeler des monopoles radicaux, ensemble d'institutions exerçant un contrôle sur le libre arbitre de chacun, en créant des besoins, des solutions de toutes pièces, ce qui crée des dépendances. Ces monopoles radicaux peuvent être, par exemple, incarnés dans la médecine, dans le système de transport ou encore l'école. Cette domination totale des institutions empêche tout mouvement de liberté de l'homme et annihile son potentiel critique pour l'asservir. Je cite Illich. « Il y a monopole radical lorsque l'outil est programmé, évince le pouvoir-faire de l'individu. Cette domination de l'outil instaure la consommation obligatoire et dès lors restreint l'autonomie de la personne. » Pourquoi cette situation est problématique ? La première chose, c'est qu'il y a une dépendance généralisée qui se met en œuvre. Les individus vont être dépendants de ce que Illich va appeler des monopoles radicaux, qui contrôlent finalement l'ensemble de la satisfaction des besoins. Autrement dit, qui contrôlent les besoins créés auxquels il va falloir trouver une réponse. La recherche du profit dans la production industrielle prime sur la réponse authentique aux besoins de la population, ce qui à terme engendre une société de consommation aliénante où les individus n'ont ni autonomie ni capacité à faire des choix éclairés. L'innovation a évidemment un rôle clé puisque c'est elle qui est le dispositif de la réponse aux besoins créés. Et finalement, elle-même se trouve prise dans les fers. Comme l'homme, il vit dans un milieu qu'il a lui-même conçu, l'individu, et voilà que cet environnement artificiel lui devient finalement impénétrable. Et la liste des besoins disponibles devient de plus en plus grande. Pour contredire cela, il y a besoin de restreindre cette liste de besoins qui, au contraire, ne devrait pas s'allonger, mais au contraire se restreindre par rapport aux biens disponibles. L'homme a en quelque sorte perdu le contrôle de l'innovation, quand bien même ce soit lui qui le met en œuvre, dont il n'est plus ni maître et l'objet à remplacer l'homme dans sa capacité à faire. Par ailleurs, la contre-productivité de l'innovation se manifeste également par la détérioration de ce qu'elle cause sur l'homme lui-même, sur son autonomie, sa capacité de conscience, mais également son environnement, car les institutions créent des besoins plus vite qu'elles ne peuvent les satisfaire. Et tandis qu'elles s'efforcent en vain d'y parvenir, qu'est-ce qui paye le premier prix ? C'est évidemment la nature, les ressources premières. Que ce soit par la construction, je dirais n'importe quoi, enfin je dis pas n'importe quoi, mais quelque chose de vite, une voiture électrique, un téléphone portable qui va utiliser notamment ces matières premières. Cela est d'autant plus criant dans une société désormais mondialisée. Le manque de réflexion sur la nécessité de l'innovation et l'inexistence des évaluations des conséquences a priori finissent par avoir évidemment des conséquences sur nos ressources. L'exemple classique est celui de la démesure de l'innovation en ce qui concerne, par exemple, l'arme nucléaire. Je cite Illich. « Cette nouvelle puissance, qui lui permettrait de faire éclater la Terre, devrait nous rappeler constamment que les institutions non seulement créent leur propre fin, mais qu'elles possèdent également le pouvoir de se détruire et nous avec. » Ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'homme se dépasse lui-même, c'est un exemple. C'est précisément ce qu'on appelle le concept de contre-productivité. Le concept de contre-productivité, c'est la capacité d'aller à l'encontre de ce que l'on peut faire soi-même pour améliorer une situation. Là, la situation, au contraire, va complètement se détériorer et se détruire. Mais cet exemple un peu classique de l'arme nucléaire est loin d'être unique ou encore effrayant.
Chaque smartphone, chaque ordinateur, chaque réseau social, nanotechnologie, intelligence artificielle n'apporte pas moins de contre-productivité. Contre-productivité à laquelle on ne réfléchit pas, ou en tout cas on ne se pose pas la question de la contre-productivité possible. On peut regarder les conséquences, mais ce n'est pas la contre-productivité. Je répète, la contre-productivité, c'est la capacité à aller à l'encontre de ce que l'on souhaitait, pas les effets secondaires. Ce n'est pas la même chose. La question d'un réseau social qui va nous ôter la liberté, ôter la communication, qui pourtant est censée nous apporter les avancées techniques, technologiques, interdépendance. La vitesse à laquelle est en proie la société, la course à laquelle se livre l'innovation, ne mène-t-elle pas finalement l'homme, non pas au progrès, mais sa contre-productivité, c'est sa perte. Je rappelle, quand on parlait de progrès en termes latins, la marche en avant, eh bien on est plutôt dans une marche en arrière, puisqu'on est en train de perdre l'homme pour ça. Ce qu'on peut regretter, c'est le manque d'économie globale des innovations. Les perspectives positives seules sont soulignées. L'innovation n'est présentée dans une économie globale qu'avec une notion de perte, globalement, et de profit. Mais pas de se dire si finalement il y a des attributs. Et l'attribut est justement la notion de contre-productivité. Quand on regarde ces éléments-là sur la compromission, un autre élément nous intéresse qui pourrait être, par exemple, cette notion d'innovation durable, ou l'innovation verte, ou l'innovation qui pourrait apporter quelque chose de bon à la société, même si là encore, on pourrait se dire, oui, enfin, l'innovation durable ou l'innovation verte, qui peut être l'éolien ou le photovoltaïque, n'est-il pas, non pas une contre-productivité, mais ce que l'on a appelé la dernière fois, c'est juste pour faire un lien, avec le technosolutionnisme. Et le technosolutionnisme vient finalement contrecarrer, pour ne pas dire contre-productivité, de ce qui a été fait auparavant. Pour ça, je vais m'appuyer sur un autre auteur, alors, plus exactement une critique d'un autre auteur, qui est John Adolphus Hetzler. Alors, peu connu, mais il est intéressant pour nos deux auteurs de ce soir, Thoreau et Illich. Hetzler est allemand, il émigre aux États-Unis et il écrit en 1833 « Le paradis à portée de tous les hommes, sans travail, par la puissance de la nature et de la mécanique ». Avec un titre comme ça, il pouvait que faire de belles ventes. Hein. Ce que fait Hetzler, c'est qu'il érige l'innovation comme le point de salut de tous nos maux. Cela par les systèmes mécaniques dont l'enjeu est de faire advenir, je le cite, le paradis pour tous. Hetzler va utiliser quoi? Les arguments connus des partisans de l'innovation, notamment que la machine libère l'homme, dès lors que l'on utilise la machine à bon escient. Hetzler propose, par exemple, 1833, l'exemple des énergies renouvelables. À ce moment-là, il explique que pour faire fonctionner des machines, pourquoi on n'utilise pas le vent? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'eau? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, je répète, 1833, la chaleur du soleil, la puissance des chutes d'eau? C'est pour lui une révolution de l'humanité, car nous allons pouvoir nous affranchir des éléments. Et il émet des prophéties. L'humain pourra voler, avoir des transports en commun massifs, rapides, utiliser des bateaux de taille et de puissance importante. Les hommes, pour Hetzler, cesseront d'avoir faim par une utilisation optimale des techniques, des récoltes, des cultures abondantes. Un tout petit peu en avance, mais on pourrait presque dire avec des OGM, par exemple. En conséquence, pour Hetzler, il y aura une accumulation des hommes dans les villes, du confort dans les logements, la durée de vie va s'allonger. Ainsi, le bonheur des hommes est pour Hetzler à portée de main. C'est pour ça que c'est le titre de son livre. À travers l'utilisation de ces outils, de ces machines, du progrès mécanisé. On ne peut pas être contre ce qu'il nous vend, évidemment. Pourtant, Thoreau va effectivement être méfiant. Il va avoir l'ouvrage, plus exactement, je l'ai cité tout à l'heure, c'est son maître qui va avoir l'ouvrage. Je dis son maître, ça va être celui qui va être son mentor, ça va être aussi son professeur à Harvard. Ralph Waldo Emerson, vous savez, c'est celui qu'on qualifie du premier philosophe américain. Il naît sur le territoire américain. Il va développer plusieurs concepts que je développerai plus tard, mais globalement, la notion de confiance en soi et la notion d'individualisme, c'est un ancien pasteur. Et il reçoit le livre, il lit le livre, Emerson, et il le confie à Thoreau en disant « Est-ce que tu peux regarder et en faire une critique? Qu'est-ce que tu en penses ?»
si j'allais encore un peu plus dans le détail, je rappellerai que ça fait partie de l'école des transcendantalistes. Et les transcendantalistes se réunissaient, c'est une sorte de cercle littéraire, de cercle philosophique à Concorde, la petite ville dont je citais tout à l'heure, et tous ensemble, ils se réunissaient, apportaient les livres qu'ils avaient reçus, ils lisaient et écrivaient directement sur les critiques. Le journal qui s'appelle, je crois que c'est Transcendentalism News ou quelque chose, Journal, quelque chose comme ça à cette époque-là. Donc là, Thoreau, c'est à lui de faire. Quand il lit ce livre, donc, comme je rappelle, tout est super grâce à l'innovation, grâce à l'usage du soleil, du vent, grâce à la possibilité d'utiliser la nature, Thoreau va dire que finalement, est-ce que c'est effectivement le bonheur qui passe par l'utilisation de biens et de confort? Je rappelle qu'il avait passé 2 ans dans sa cabane construite par ses mains. Et lui dit, au contraire, on se trompe avec ce type de machine. On se trompe, il dirait aujourd'hui, on se trompe avec l'éolien, on se trompe avec le photovoltaïque, on se trompe avec ces énergies-là. Il dit que ce qui est important, c'est la constitution d'une existence basée sur les biens nécessaires. Dans le même sens qu'il l'a dit précédemment, mais également Kilitch. Et l'enjeu fondamental, qui est important pour nous et qu'on a déjà développé, c'est de développer sa spiritualité. On le verra un peu plus tard. L'important n'est pas ce que font les machines, mais notre raisonnement et l'intellect qui est nécessaire à être développé. Quand Elzer prône une révolution industrielle, Thoreau défend une révolution, lui, qui est mentale et spirituelle. Ce point est clé, car il nous plonge dans les enjeux non moins actuels de l'innovation, où la recherche du comment faire différemment, compte tenu des enjeux environnementaux, sociaux, plutôt que du pourquoi faire, en 2 mots. Thoreau avait une réponse claire. C'est la nature qui est à approcher, c'est la nature qui est à considérer. Il faut observer la nature, la mesurer. Il y a la nécessité de s'harmoniser avec la nature pour mieux vivre. Thoreau va expliquer ça de manière très claire. Il va dire qu'il faut s'inspirer du bûcheron, du brahmane, des gens qui sont saints de corps et d'esprit, car ils ignorent tristesse et mélancolie, et parce qu'ils sont en lien avec la nature. C'est ce qui permet sérénité et calme, ce que aucune machine ne pourra jamais apporter. Si aucune machine ne peut apporter sérénité et calme, alors pourquoi rechercher l'utilisation d'une machine? On pourrait avoir un certain nombre d'exemples de cette manière-là quand on se met à méditer avec Petit Bambou, il faut un téléphone portable, il faut une application, tout ça pour pouvoir méditer, ce dont on n'a pas besoin. Vous comprenez ici les exemples de la contre-productivité que l'on peut imaginer. Cette dimension-là nous met le pied à l'étrier en disant que si on recherche le bien-être, le calme, la sérénité, le bonheur, version Thoreau, non pas version Hetzler, eh bien, il y a quelqu'un, Illich, qui va nous mettre le pied à l'étrier pour dessiner une autre société. Et il va appeler ça une société conviviale. L'objectif est de se tourner vers cette société, cette forme de société conviviale, qui répondrait donc à des seuils et des limites. Ces limites et ces seuils doivent être établis au niveau institutionnel, car la responsabilité de créer de manière raisonnée incombe aux institutions dominantes. Autrement dit, il va falloir, d'une certaine manière, je vous dis un peu la fin, mais pour le comprendre, il va falloir déstabiliser, peut-être annihiler les institutions pour qu'elles se reconstruisent et qu'elles puissent établir le seuil des nécessités. Illich considère que le destinataire des innovations est tout autant responsable que les institutions et ne peuvent pas fonctionner de manière autonome. L'individu doit s'imposer des limites et savoir consommer que selon ses besoins. L'enjeu pour les hommes est de pouvoir, je cite Illich, constamment s'éduquer à l'action, à la possibilité d'agir soi-même. Je répète, constamment s'éduquer à l'action, à la participation et à la possibilité d'agir soi-même. Agir soi-même. Thoreau, une autre phrase 200 ans plus tôt, a une phrase non moins célèbre qui va dans le même sens. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins. Ce qui signifie qu'on a nous-mêmes notre propre responsabilité, tant à sa propre gouvernance que de ne pas attendre que les institutions nous gouvernent. C'est que pour lui, la responsabilité, évidemment, est de tout un chacun. Il faut résister au pouvoir auquel on se confronte, surtout si on ne le trouve pas juste.
que l'on peut mettre en place dès lors une opposition. Cette dimension-là, d'ailleurs, je me permets d'ouvrir avec Michel Foucault, quand il dira percevoir l'intolérable, et que notre rôle est de percevoir l'intolérable et d'en mettre alors une résistance en face. Ce que semble ressentir Thoreau, Illich, face aux institutions, face au gouvernement, c'est justement cet ingouvernable. Ce que fait Thoreau, c'est montrer que le peuple, les hommes, sont serviteurs de l'État en laissant employer leur corps comme des machines. C'est l'armée, la milice, les geôliers, les gendarmes, la force publique. Tout cela n'est pas le gouvernement, mais les instruments du gouvernement. Et des gouvernements de pouvoir, évidemment, dira Foucault un siècle plus tard. Quel libre arbitre ont ces individus? Où se trouve leur jugement et leur morale? Sans interrogation, sans rébellion, en acceptant les ordres, qu'ils soient du gouvernement, les citoyens se font complices du pouvoir, explique Thoreau. Alors pourquoi obéir aux institutions? L'État n'a jamais à être obéi. Il peut être toléré, regardé, mais pas écouté pour Thoreau. Car un gouvernement qui est par exemple capable de cruauté, de tyrannie, capable d'inefficacité également, alors doit être condamné. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il a été en prison pendant une nuit, parce que pour se rebeller à cela, il dit « je ne veux pas contribuer », c'est plus particulièrement concernant les esclaves, il a d'ailleurs aidé, donc il est encore une fois près de Boston, il a aidé le passage des esclaves du sud vers le nord des États-Unis, et le Canada plus particulièrement, et dit que si il n'est pas juste d'avoir de l'esclavage, il n'est pas juste que par mes impôts, je puisse contribuer à cela. Donc il arrête de payer ses impôts, il est arrêté, et c'est encore une fois son maître Emerson qui va payer la caution pour qu'il puisse sortir une nuit plus tard. Il dira d'ailleurs, je n'ai pas la citation là, mais il dira que ça a été la meilleure nuit de sa vie que d'avoir été en prison. Une société conviviale remet en cause les objectifs de croissance économique standard. Et cela interroge si nous ne devrions pas repenser, mon premier point tout à l'heure, la quantification des innovations pour que ces dernières soient développées qu'en fonction du progrès, leur qualité, ce qu'elles peuvent apporter à une société. Illich souligne les limites assignables de la croissance, pas la décroissance, j'insiste, qui doivent concerner les biens et les services produits industriellement. Lui parle plutôt de limites, il va parler de seuil, mais il ne va pas parler de décroissance à proprement parler. Les limites sont simplement nécessaires pour encadrer la production et lui redonner tout son sens, et faire de l'innovation alors un vecteur de progrès. C'est donc limité tout en ayant une réflexion sur les besoins en innovation. Pas les besoins que l'on peut avoir, mais les besoins en innovation. Je le cite une nouvelle fois. Il est plus important pour une société post-industrielle de fixer des critères pour la conception de l'outillage et des limites à sa croissance que de se donner des objectifs de production comme c'est le cas aujourd'hui. Autrement dit, ce qu'est en train de nous dire Illich, c'est que le développement de la productivité, d'une certaine manière obligatoire, systématique, notre génération, dès lors, menace l'humanité dans sa survie. Parce qu'on ne sait pas faire autrement que d'avoir des objectifs de production, avoir des objectifs qui va finalement s'assigner à une croissance. En conséquence, si quantification il doit y avoir, c'est pour indiquer une limite, mais pas une croissance infinie. Limiter l'innovation doit permettre, je ne sais pas si le mot est très exact quand je l'utilise ici. Je m'appuie d'une part un peu sur Illich, je l'utilise ensuite, je ne sais pas si le mot est tout à fait approprié pour ça parce qu'il a une connotation particulièrement négative et ce n'est pas l'idée du tout qu'Illich défend dans son point. Mais on le garde simplement pour ici. Limiter l'innovation doit permettre de définir des seuils. Ce mot seuil est probablement préférable. À partir desquels l'institution va produire des frustrations et des limites à partir desquelles l'outillage exerce un effet destructeur sur son entier. Illich, quand il parle de frustration, il parle souvent des questions de frustrés par les marginaux, ceux qui vous mettent au banc de la société. Mais évidemment, l'objectif n'est pas d'avoir des personnes frustrées, n'est pas d'avoir des personnes marginales, mais plutôt d'avoir un ensemble de besoins communs. Chaque individu, et il met cette fois-ci la responsabilité sur l'individu, doit aussi être capable de s'autolimiter et doit pouvoir aussi entrer dans une économie de subsistance moderne. L'édification passe par un choix délibéré de l'ensemble de la société qui va définir des limites fondamentales au développement des bureaucraties, des technocraties que l'on peut avoir. Et c'est cette auto-limitation qui est importante.
qui réside dans la responsabilité de chaque individu, et cela, l'homme fait émerger deux vertus. Tout d'abord, la limitation des institutions constituera à les rendre réellement productives, les institutions. Pourquoi est-ce qu'elles doivent produire? Et à contrer les menaces de la société. Par exemple, une société néolibérale ou ultra-capitaliste, où il est exercé sur l'homme et sur son milieu de vie un certain nombre de prises d'intérêt, pourrions-nous dire. Par ailleurs, faire de cette limitation une décision collective contribue à responsabiliser l'homme et responsabiliser les institutions. Mais si on a une autorégulation, on a également la possibilité de reconquérir son autonomie et sa liberté. S'il s'agit d'une décision propre, la liberté et les qualités, tout à la fois réflexives, spirituelles et créatrices de l'homme, seront alors reconquises. Thoreau va nous reparler donc de cette intégrité, pourrions-nous dire. Ce qui peut être paradoxal, d'une certaine manière, c'est qu'Illich avance l'idée d'autonomie de l'individu, sa liberté, sa capacité d'être responsable et spirituel. Mais d'un autre côté, ça va être au prix de limites, de seuils, mis en place par les institutions, car seuls eux peuvent permettre l'avènement d'une société conviviale, dès lors qu'évidemment ils ne sont pas dictatoriaux. Cette société conviviale, gouvernée par un homme, n'est ni plus ni moins l'arrêt d'être soumis à l'outil, mais plutôt être assisté par un outil dit un outil juste. Qu'est-ce qu'un outil juste? Un outil juste est quelque chose qui répond à trois exigences. 1. Il est générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle. Il ne suscite ni esclave ni maître, et il élargit le rayon d'action personnelle. Alors, ces trois axes-là sont très importants pour Illich. Je les répète, qu'est-ce qu'un outil assisté? Donc il n'est pas du tout contre l'innovation, il n'est pas du tout contre la technique, Illich, jamais. Il dit simplement la question de sa soumission ou de sa compromission, comme on l'a appelé ce soir. Et donc l'outil est important, mais donc l'outil juste. Et donc l'outil juste, c'est 1. Générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle. Est-ce qu'un réseau social peut être existant sans dégrader l'autonomie personnelle? D'une certaine manière, ça peut exister. Nous avons différents types de réseaux sociaux qui dégradent plus ou moins, si on prend Instagram, Snapchat ou Facebook, par rapport à Mastodon, par exemple. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, un réseau social fait notamment par les sociétés Meta ou un réseau social type Mastodon, eh bien, je ne dis pas que l'un est vraiment mieux que l'autre, mais en tout cas, dans la dégradation de l'individu, il y en a un qui, effectivement, dégrade moins l'autonomie que l'autre, notamment par l'usage des types d'algorithmes. Il ne suscite ni esclave ni maître. Ça, c'est un outil juste. Esclave ni maître n'est pas forcément lié évidemment à celui qui va être exploité. Je pense à l'exploitation des Ouïghours, par exemple, dans la construction d'un produit, ou par exemple l'extraction de tantalum en République du Congo, en République démocratique du Congo, où on va utiliser le tantalum pour nos téléphones portables et ordinateurs portables, où là on est vraiment sur une utilisation de maître et esclave au sens classique du terme. Mais également, regardez si l'outil n'est pas générateur d'être esclave et maître de l'outil qui alors ne serait pas juste. Je m'explique, ça signifie donc l'absence d'addiction. Dès lors que nous avons addiction, nous sommes dans une situation d'esclave et de maître. Celui qui met en place va utiliser ses esclaves. Enfin, le troisième axe, il élargit le rayon d'action personnelle, c'est-à-dire dans quelle mesure un outil juste est un outil qui nous développe, qui nous permet d'être mieux, qui nous permet l'amélioration de nous-mêmes. Cette déclaration d'Illich sur ces trois exigences de ce qu'est un outil juste nous ramène à la place centrale de l'homme, pour lui, car l'enjeu n'est pas tant pour lui de forger une critique de la société industrielle que de proposer un avenir humaniste. L'outil, sinon, est aliénant. Pour Illich, les innovations deviennent désormais incontrôlables ou seulement gérables par une infime partie de la population. Et il va appeler ça une élite. Et l'élite aurait été acceptée, je mets des guillemets, et dont les compétences auraient été entretenues par le système à l'origine des innovations. D'une certaine manière, on pourrait voir d'un certain côté une reproduction bourdieusienne de l'innovation et des classes sociales qui vont être l'usager ou le développeur de l'innovation. Donc pas sur les classes sociales
au proprement parler de Bourdieu, mais par contre sur le mécanisme de reproduction qui serait intéressant ici à voir. Le reste de la population, donc, qui aurait été accepté, dont les compétences auraient été entretenues par le système à l'origine des innovations, c'est ce que je viens de dire, le reste de la population est contraint de suivre. Dès lors, elle est réduite en esclavage, en raison d'une conception des institutions d'un pseudo-progrès qui permettrait de faire de la machine un homme artificiel qui remplacerait l'esclave. Or, on constate que c'est l'inverse qui se produit. L'homme est devenu dépendant à la machine. Il en revient à remettre l'ensemble de ses décisions tantôt à un outil dont il ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne et dont il ne peut pas vraiment s'emparer, ou d'autre part à une élite qui dicte la marche à suivre et qui lui impose des besoins et des solutions déjà outillées. C'est très vrai dans les services d'achat en ligne, ne serait-ce qu'un billet de train et la façon avec laquelle les usages de l'intelligence artificielle va effectivement nous manipuler dans la façon avec laquelle nous allons pouvoir acheter, nous allons pouvoir être dépendants de cette machine, depuis la volonté du déplacement jusqu'à son retour. Mais l'exemple de ma petite dame tout à l'heure à l'accueil est tout à fait juste également pour illustrer ce point. La question sous-jacente se demande si cette situation n'est pas réclamée par l'homme. Donc je provoque un tout petit peu en disant ça, mais n'y a-t-il pas une forme de confort, de satisfaction dans lequel l'homme du commun finalement va se complaire à la recherche du confort, de la simplicité? Son quotidien finalement est pris en charge par une innovation contrôlée certes par une élite, mais elle est prise en charge. Illich ici, je le cite, « Quelques centres de ces décisions imposent l'innovation à l'ensemble de la société et privent les communautés de base de choisir leur lendemain. De ce fait, l'outil impose la direction et le rythme de l'innovation. » Mais ce qu'on peut lire après avec Illich, c'est de se dire « c'est plutôt pas mal, il ne s'agit plus de penser, de comprendre, de réfléchir, je ne sais même pas comment l'utiliser, il n'empêche que cela est pris en charge. » L'avènement de l'homme nouveau n'est pas celui que l'on croyait, qui pourrait être dispensé à repenser sa place dans l'écosystème pour un avenir meilleur, mais plutôt l'homme nouveau serait un homme assujetti. Les gens abandonnent leur capacité innée de faire ce qu'ils peuvent pour eux-mêmes et pour les autres, en échange de quelque chose de mieux, je mets des guillemets, que peut seulement produire pour eux un outil dominant. L'exemple du réseau social. Qu'est-ce que je vais finalement donner par rapport à ce que je vais recevoir? Dans la perspective d'Illich, renoncer à soi implique non seulement la renonciation à sa qualité d'être humain en tant qu'espèce, mais à l'expression individuelle au sein d'une communauté. Ce point-là est aussi important. L'innovation est devenue un guide de conduite édicté par une élite au sommet des institutions. L'homme devient le jouet des savants, des ingénieurs, des planificateurs. L'outil réduit l'homme en esclave en échappant à son contrôle, en le rendant tout à fait dépendant des multiples options que l'innovation peut proposer. L'individu se trouve ainsi plongé dans un monde où la créativité, la liberté de choix et la prise de décision sont anéantis au profit d'une pensée prétendument collective, qui cherche prétendument à améliorer la vie de tous, mais qui fondamentalement nous réduit. Je cite Illich, la citation est un peu plus longue. Le technocrate n'accorde de valeur à un milieu humain que si celui-ci lui permet une programmation plus efficace, c'est-à-dire la prévision des rapports et interactions entre l'homme et son environnement. Les possibilités que définit le planificateur doivent concorder avec les désirs de ceux qui sont soumis à son observation, que l'on va appeler les bénéficiaires. Je continue la citation. La définition de la liberté est, ce faisant, simplifiée. C'est le fait de pouvoir choisir dans une gamme de produits conditionnés. Ce point-là est important, c'est le fait de pouvoir choisir dans une gamme de produits conditionnés que l'on va appeler désormais la liberté possible. On assujettit l'homme à l'outil, l'homme par l'institution, et le prive de sa capacité de faire des choix. Par conséquent, on le soumet à la machine de l'industrialisation. En effet, il y a un paradoxe qui réside dans le fait que l'innovation est censée pouvoir permettre à l'homme de multiplier ses capacités. Or, ce que l'on constate, c'est que celle-ci est très largement limitante et ne peut bénéficier qu'à une partie de la population. Illich prend l'exemple de la santé.
ou du transport. En mon introduction, j'avais noté que ces éléments-là aussi n'étaient pas simplement la société de consommation, mais l'école l'a critiqué, mais ça peut être la santé ou encore le transport. On est enfermé dans un carcan et nous empêche de pouvoir choisir une troisième voie. Le transport, par exemple. Il y a donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, le monopole radical exercé par l'industrie, alors que l'on pourrait se déplacer à pied, en vélo, mais il est omniprésent et dans un monopole radical de la motorisation, qui peut être, dès lors aujourd'hui, la simple trottinette électrique. La surabondance des routes nous contraint à les emprunter. Le fait que nous créions aujourd'hui des voies et des pistes cyclables vont certes donner plus de place au vélo, mais aussi à la motorisation telle qu'elle s'est faite. Cette dimension-là est importante puisqu'on se trouve confronté à une innovation qui est dédiée et mise en place par une poignée de personnes simplement. Chacun augmente son rayon au sens de kilomètres, en perdant la capacité d'aller à son propre chemin. On constitue d'extrêmes privilèges au prix d'un asservissement général au mode de transport. Et plus on va aller loin, plus la motorisation sera nécessaire. En fait, sous couvert d'augmenter la marge de manœuvre de l'homme, on l'a réduit pour le contraindre à un seul mode de fonctionnement, de consommation et de pensée. Autre exemple, après le transport, le système de santé. On constate en quoi l'innovation finit par affaiblir l'homme en l'empêchant de faire preuve de résilience. Ce point-là est important. La notion même de santé est dévoyée. Car selon Illich, elle implique originellement, ce point est important, je le cite, la faculté d'assumer une responsabilité personnelle devant la douleur, l'infériorité, l'angoisse et finalement devant la mort. Cette dimension-là n'est pas évidemment à exclure de ce que l'on pouvait lire avec Épicure, où il disait par exemple que la mort, c'est fait partie du, je ne vais pas le développer en détail, mais ce qu'on appelle le tétrapharmakos épicurien, que la notion que le plaisir est facile à atteindre, c'est en fonction des besoins que j'ai expliqués, que la mort n'existe pas, tant qu'on en parle, elle n'est pas là, quand on ne pourra plus en parler parce qu'on sera mort, elle ne sera plus là. Le fait qu'on a cette dimension importante fait que la douleur est également facile à supporter pour Épicure, ça fait partie du tétrapharmakos, tout simplement parce que ou bien vous finissez par mourir, ou bien vous arrivez à vivre avec. Eh bien, cette dimension du tétrapharmakos épicurien se rejoint ici chez Illich, dont il dit la responsabilité personnelle qui aujourd'hui ne nous fait plus accepter que l'on ait aujourd'hui une responsabilité face à la douleur, l'infériorité, l'angoisse, finalement devant la mort. L'homme se trouve ici, sur la question de la santé, devant un refus de faire face à partir des innovations techniques, technologiques de la santé. Et donc on revient à renier lui-même son humanité. Je reformule. L'humanité inclut la douleur, inclut la question de l'infériorité, inclut la notion d'angoisse. Ça fait partie de l'humanité. Si ce n'est que dès lors qu'on va demander aux institutions de prendre le relais sur ce qui va nous angoisser, nous faire peur ou nous prendre une douleur, on devient forcément dépendant d'elles-mêmes. Autrement dit, on en vient de manière générale à faire de plus en plus confiance aux institutions pour extirper les maux de la société. Quel que soit ce que nous avons, c'est l'institution qui doit nous donner une réponse sur le transport, sur la santé, sur ces ensembles-là. Je reformule encore une troisième fois et de manière différente. Si tout à l'heure on pouvait critiquer la problématique qu'avait ma petite dame à l'accueil, finalement, on peut aussi reprocher, évidemment, l'incapacité désormais de devoir demander ou faire appel à ce que l'institution puisse régler le problème que j'ai. L'institution accable l'esprit, elle retire à l'homme toute volonté de se défendre. La critique d'Illich réside dans le constat que l'innovation, pourtant au cœur de la logique de la société contemporaine, puisqu'elle est supposée être source de progrès, est en train de se tarir pour se réduire uniquement au champ de la technique. Pour ma dernière partie, sur la créativité et spiritualité, pour aller vers la convivialité. Thoreau est connu pour sa créativité dans ses écrits, plus particulièrement dans ses poèmes. On sait aussi on sait parce qu'on les a vus, il a créé des instruments, des objets, mais là où il est le plus créatif, ça va être évidemment lorsqu'il va dessiner une esthétique de l'existence décentrée par rapport aux structures normatives régies par l'environnement social et économique de sa période.
Fondamentalement, je l'ai expliqué, il a créé un mode de vie qui veille à développer de nouvelles attitudes face au monde pour tenter de vivre mieux, du moins mal possible, en dehors des conventions, en créant soi-même ses propres conventions. Et c'est cette expérience que vous retrouvez évidemment dans son fameux livre Walden ou La vie dans les bois, c'est ainsi qu'il a été traduit, où il explique toute cette notion-là. Eh bien, ici, il parle de créativité, il parle de spiritualité pour une société conviviale. Il est à noter également qu'il y passe 2 ans, c'est-à-dire qu'il veut exprimer la possibilité de vivre de cette manière-là, pas forcément de manière définitive. Il retourne ensuite dans la ville de Concorde pour justement promouvoir ce type de mode de vie accessible et possible à tous, pas simplement tous allons vivre dans les bois. Illich regrette que la machinisation de la société, induite par l'innovation démesurée, ne laisse plus de place justement à la créativité. L'ensemble de la société s'en trouve rationalisé et limité, bloqué dans une vision étriquée de la croissance qui ne répond qu'à des besoins économiques de rentabilité. L'enjeu est de réussir à quitter les concepts aujourd'hui trop bien ancrés de mesures et de chiffres. La notion de combien est l'enjeu dans lequel il faut se débattre. Pour ça, l'imagination créatrice est fondamentale afin de pouvoir tenter une recréation, mais que celle-ci ne soit pas mesurable. Assurer collectivement la défense de notre vie, de notre travail, contre les instruments et les institutions qui menacent ou méconnaissent le droit des personnes à utiliser leur énergie, qui n'est pas à mesurer, mais qui est à regarder de façon créative. Cette valorisation de la création va dans le sens de l'innovation, puisqu'elle permet de nouveaux projets, de nouveaux outils, afin de permettre à l'homme de progresser et de se développer. En effet, la société industrielle ne produit actuellement que ce qu'elle est techniquement capable de créer. La pensée autour de la conception de l'outil se réduit rapidement à une pensée de la faisabilité qui est technique et économique. Qu'est-ce que je suis capable de faire ? Or, l'émulation créatrice est en réalité nécessaire pour pouvoir penser des innovations toujours plus pertinentes pour favoriser le progrès. Elle est nécessaire pour pouvoir fabriquer intelligemment, sans simplement s'interroger sur ce que nous sommes techniquement capables de faire, mais ce qu'il serait bon de produire. Et cette dimension-là est très différente, elle se lie simplement, mais je ne développerai pas ça ce soir, je le ferai dans une autre séance, mais ça va se produire notamment dans les notions d'utopie, dans lesquelles il ne s'agit pas dans l'utopie de regarder de quoi sommes-nous capables d'utiliser comme produit, comme production, comme technicité, mais au contraire, de quoi avons-nous besoin. Et l'utopie va être autour de ça, en construisant l'utopie. Qu'est-ce qui ensuite nous permettra d'atteindre l'utopie ? Il faut noter que la conception de la créativité chez Illich est profondément liée à sa vision de la spiritualité. Évidemment, n'est pas sans nous séduire, puisque, comme depuis l'an passé, le séminaire que nous tenons ici s'articule toujours sur l'innovation, bien sûr, mais avec 2 pans critiques, que sont la responsabilité d'un côté et la spiritualité de l'autre. Une spiritualité qui n'est, et ça tombe bien puisque c'est comme ça qu'on l'avait défini ensemble, qui n'est pas religieuse, même si Illich, et c'est important, mettons ça en perspective avec Jacques Ellul, dont on a déjà parlé, a été prêtre avant de quitter l'Église. Certaines phrases d'ailleurs sont empreintes de spiritualité et de créativité, tout en délivrant un message concernant ces 2 axes. Je cite Illich. « Substituer le réveil de l'éducation à l'éveil du savoir. C'est étouffer dans l'homme le poète, geler le pouvoir de donner sens au monde. Pour peu qu'on le coupe de la nature, qu'on le prive de travail créatif, qu'on mutile sa curiosité, l'homme est déraciné, ligoté, il se fane. » La création, comme le montre l'image du poète ici, est la capacité de donner sens au monde, un pouvoir d'élévation spirituelle qui est caractéristique de l'existence humaine qu'on a totalement mis de côté depuis le début avec ces critiques-là. L'innovation, en automatisant les comportements et les modes de vie, prive justement l'homme de toute forme de spiritualité et lui ôte une partie de son essence. Pour Illich, la spiritualité est un retour sur soi. Souvenez-vous, on a parlé de retour à l'intégrité chez Thoreau. Cela s'élabore dans le cadre de sa critique sur la société moderne. Il prône donc de limiter nos consommations, on l'a dit, retour à nos besoins, et pour cela, il appelle à revenir à l'austérité. Un retour à des vies simples,
communautaire, où dès lors, la partie la plus importante sera la spiritualité. La quête de sens, selon lui, doit se faire au sein de communautés plus petites, plutôt qu'être subordonnée aux institutions bureaucratiques, technocratiques, et qui sont en effet pour toute la société. Il faut donc, pour lui, se détacher de la construction traditionnelle de nos sociétés avec un premier retour sur soi et autrui qui constitue la plus petite unité de la communauté. Ces propos ne s'éloignent pas de ceux que l'on pouvait tenir et voir chez Thoreau. Il va réaliser, j'en ai parlé déjà et j'en reparlerai de manière plus détaillée, de la notion d'exercice spirituel. Dans Walden, dans son livre, il annonce « Aimez votre vie. Pour cela, respectez sobriété, simplicité, austérité. Car c'est ce qui permet la plus importante des choses et la liberté, c'est l'indépendance. » Ce qui est déterminant pour Thoreau, c'est que pour lui, il faut savoir vivre seul, ce qui n'est pas loin non plus des philosophes cyniques que j'ai cités tout à l'heure. Si on rappelle les anecdotes des cyniques, vous savez que le fondateur, c'est Antisthène, qui voulait vivre seul et passer son temps à taper ceux qui les suivaient, physiquement. Il est frappé, parce que pour eux, le plus important, c'est réussir à survivre seul et à trouver sa propre survie. Moins on est lié, plus on est libre, plus on est heureux. Il s'agit donc de ne dépendre de personne et que personne ne dépende de soi. C'est d'ailleurs pourquoi bon nombre de choses superflues, inutiles, sont à supprimer, car ils dépendent aussi d'autrui. Que ce soit à propos de l'alimentation, on dépend d'autrui. Que ce soit de nos comportements ou de nos relations, on va dépendre d'autrui. De la façon de vivre, on va dépendre d'autrui. Il incite alors à ce que l'existence s'écarte de toute industrialisation pour se rapprocher de la nature. J'insiste sur son point, il ne rejette jamais l'innovation, ni Thoreau, ni Illich. Il n'empêche que cette question-là est toujours l'outil juste. C'est l'élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est comment est l'outil juste qui me permet que je sois assisté, mais que ce ne soit pas moi qui assiste la machine. Il faut constituer une existence, j'aime beaucoup ces parties-là chez Thoreau, il faut éviter toute nourriture frelatée. Il faut vivre en sachant nouer des liens humains, simples, construire des meubles utiles, sans ornement, cultiver ce qui est nécessaire pour manger, se vêtir uniquement pour retenir la chaleur. La pire des choses pour Thoreau est évidemment le luxe, car il permet les classifications sociales. Pour Thoreau, au point de se demander si les mêmes hommes auraient une stature sociale équivalente s'ils étaient dépouillés de leur marque, de leur tenue. Le luxe n'est pas source de bien-être, il est au contraire même un frein au développement de l'espèce humaine. Et en tant que matériellement, que spirituellement, il est toujours à rejeter. Rien ne peut être apporté par le luxe de manière matérielle, ça n'est absolument pas utile, ce n'est pas nécessaire, nous dirait Épicure, et ce n'est pas un besoin naturel. Rien n'est finalement à glorifier, ni le superflu qu'est l'argent, ni l'amour, ni la gloire, ni les vêtements qu'on porte. Le seul objectif qui vaille pour Thoreau, c'est la vérité. La seule possession nécessaire, ce sont les pensées. À partir des enjeux de la société industrielle, de la créativité, de la spiritualité, Illich, je bascule sur Illich, brosse une vision future dans laquelle il espère l'avènement d'une société dite conviviale. Une société conviviale, je cite Illich, une société conviviale est une société qui donne à l'homme la possibilité d'exercer l'action la plus autonome, la plus créative, à l'aide d'outils moins contrôlables par autrui. L'autonomie dont je parlais. La productivité se conjugue en termes d'avoir, la convivialité en termes d'être. Je recite la fin de la citation. La productivité se conjugue en termes d'avoir, la mesure dont je parle depuis tout à l'heure, et la convivialité en termes d'être. Il oppose donc productivité à convivialité. La société conviviale redonne une place de choix à l'homme où la société post-industrielle emploie l'impératif de la productivité qui consacre la primauté à l'outil et à l'innovation technique. Pour Illich, le temps de la réflexion accordé à l'homme et que permet la société conviviale est crucial pour pouvoir vivre dans une société en changement permanent et adaptée aux besoins humains. La spiritualité est associée donc au mot que j'ai utilisé tout à l'heure qui est l'austérité.
Et ça renvoie à l'homme qui trouve sa joie et son équilibre dans l'emploi de l'outil convivial, ou l'outil juste, comme on l'a appelé précédemment. L'austérité est à comprendre dans l'acception de Thomas d'Aquin, à savoir une austérité amicale et joyeuse. Je cite ici Thomas d'Aquin. « L'homme retrouvera la joie de la sobriété et l'austérité libératrice en réapprenant à dépendre de l'autre au lieu de faire l'esclave de l'énergie et de la bureaucratie toute puissante. » L'enjeu de cette société conviviale est de créer un espace dans lequel on a une intensité de l'action qui l'emporte sur la production. Ce point est important, l'intensité de l'action qui l'emporte sur la production. Autrement dit, nous ne sommes pas dans l'éloge de la paresse ou du rien faire. Henri David Thoreau, quand il était à Walden, passait son temps à travailler ou avait de l'activité, de l'action bien entendu, mais ce n'est pas du tout de la productivité. Illich, pour ça, prend l'exemple du téléphone. À cette époque, évidemment, on est dans les années 70, le téléphone n'a rien à voir avec un smartphone d'aujourd'hui. Et il explique que la population entière se laisse intoxiquer par usage abusif du téléphone et perd ainsi l'habitude d'échanger des lettres ou finalement des visites. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Illich dit que le téléphone est par essence convivial. Grâce à ça, on a plus de contact avec les uns et les autres, on appelle plus souvent ses parents, ses enfants, son conjoint. Le téléphone est par essence un outil convivial. Mais il va tomber dans une contre-productivité. Nous appelons notre voisin de bureau, nous appelons notre voisin chez soi, à la place de se déplacer, et donc, contre-productivité, finalement, l'outil va être à l'encontre de ce qu'il est censé apporter. Il est censé apporter de la convivialité, vous m'avez suivi, eh bien il apporte au contraire contre-productivité. On appelle son voisin, on appelle quelqu'un d'autre, au lieu de se dire « je vais aller lui rendre visite ». Cette dimension-là, Illich, avec cet exemple du téléphone, est très symptomatique, mais c'est des années 70, on peut le prendre avec les emails aujourd'hui, qu'on envoie en permanence au lieu de se déplacer, au lieu de se voir. Et cette dimension de l'outil va être encore plus puissante dès lors que l'on va dire, par exemple, faut-il avoir des liens en Zoom ou des visioconférences dans lesquelles la convivialité finit par ne plus exister puisqu'on reste complètement chez soi et il n'y a plus la dimension physique ou de rencontre, ce que Illich appelle la convivialité. Eh bien, cette dimension-là montre dans tout ce que j'ai expliqué ce soir cette dépendance à l'outil, dans quelle mesure on se soumet, dans lequel on est compromis à l'outil, un email, un lien Zoom, Team ou autre, comme le téléphone. La fonction du téléphone, de l'email est dénaturée par une fausse extension de son champ d'action. Une fausse extension de son champ d'action. L'exemple très clair, la nécessité du Zoom pendant le Covid est absolument nécessaire et fondamentale. Mais dès lors, on a eu une extension de son champ d'action. Et l'extension de son champ d'action fait que la nature même de l'objet est dénaturée. Et la première chose qui coûte, c'est la convivialité. On propose donc effectivement de repenser l'innovation en étant détaché de l'industrialisation. L'innovation première à mettre en œuvre est donc celui d'une refonte totale de la société. L'innovation passe davantage, je l'ai dit, par le besoin de réformer les institutions déjà en place, plutôt que la création d'une nouvelle valeur de produits technologiques, de nouveaux produits qui ne seraient finalement qu'encore une nouvelle dépendance ou, au pire des cas, pourrait être du technosolutionnisme. Comment trouver une solution technique à ne plus faire ? Un exemple tout bête, sur notre téléphone, on a désormais une limitation du temps d'usage, par exemple. Eh bien, c'est un exemple du technosolutionnisme, plutôt que de travailler sur soi et de ne pas être dépendant de cela. Commençons donc, je cite Illich ici, commençons donc par modifier profondément la valeur des institutions. Elles ont besoin d'une cure de jouvence. Quoi qu'il en soit, cela finira par arriver, la croissance se limitera, on aura, je recite Illich, une paralysie synergétique des systèmes nourriciers qui provoquera l'effondrement global du mode industriel de production. C'est exactement ce que disait Thoreau un siècle et demi, qu'on allait avoir une surconsommation et cette limite-là nous fera basculer de nouveau dans une intégrité. Eh bien, c'est ce que dit ici Illich quand il dit que finalement, on va provoquer un effondrement général du mode industriel et de production. Les administrations
croient stabiliser et harmoniser la croissance en affirmant les machines, les mécanismes et les systèmes de contrôle, mais elles ne font que précipiter la méga-machine vers un second seuil qui doit être en mutation. Néanmoins, plutôt que d'attendre la catastrophe, Illich incite à prendre les devants. Et il incite pour finalement provoquer la mutation et fonder une société qui ne serait pas contrainte par un échec de l'institution, mais par une volonté de l'homme. Autrement dit, que doit-on faire pour changer? Est-ce que l'on attend que tout ça explose ou est-ce qu'au contraire, l'homme doit reprendre en main ses dimensions? C'est pourquoi il nous faut innover, mais en cherchant l'outil juste. Un accroissement du taux d'innovation n'a de valeur que s'il accentue un plus profond enracinement dans la tradition et la plénitude du sens. Ainsi, l'une des lignes directrices majeures est toujours de s'interroger pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Considérant que l'organisation de l'économie tout entière en vue du mieux-être est l'obstacle majeur du bien-être. Encore une fois, je répète, l'organisation de l'économie tout entière en vue du mieux-être est l'obstacle majeur au bien-être. Il convient donc de repenser l'innovation en pensant d'abord à qu'est-ce qui est bon de faire, pas même si on en est capable, mais ce que l'on souhaite faire, prendre en considération son mode de vie actuel et être certain que l'innovation permettra d'améliorer les conditions de vie futures dans l'homme sans entacher les conditions de vie actuelles. L'innovation n'est donc pas bonne en soi, c'est en fonction de quoi elle peut être bonne. L'innovation n'est pas bonne en soi, c'est en fonction de quoi elle peut être bonne, l'innovation. Il nous faut comprendre que selon le choix que nous ferons, nous mettrons le sens, la nature de la vie humaine dans la balance. Tout homme doit savoir s'il veut la richesse matérielle et posséder encore plus de choses ou s'il entend être libre. Mais les deux ne vont pas ensemble. L'innovation pour Illich, si elle est à l'heure actuelle une compromission de l'homme, peut au contraire devenir une innovation humaniste qui favorise le progrès pour l'homme dans son développement individuel. Je cite Illich, « Il faut inventer des outils qui optimisent l'équilibre de la vie et maximisent la liberté de chacun. » Les 3 critères de l'outil juste est assez intéressant pour ça. Innover, c'est donc le moyen de se développer intellectuellement, spirituellement et de valoriser l'ensemble des capacités et potentialités humaines par-delà la technologie et de l'industrie, pour se concentrer alors sur l'épanouissement de l'être humain. En conclusion, pour ce soir, Thoreau comme Illich souligne en quoi nous sommes soumis à l'innovation. Comme nous sommes compromis par la société industrialisée, qui ne cherche qu'à quantifier, mesurer, créer des besoins, qui a pour but, finalement, d'anéantir l'homme, car tout est orchestré pour qu'il cesse de penser. Rien de décidé en ce sens de manière consciente, et ce point-là est important, il n'y a pas un ordre transcendant qui cherche à contrôler. C'est déterminé, non pas par un ordre national ou mondial, car ce ne sont pas tant les institutions responsables de la situation, que l'homme lui-même qui participe aux institutions, que l'homme lui-même qui les utilise. Et on peut se demander si l'homme n'a pas démissionné de sa responsabilité d'individu agissant vers quelque chose qui est plus grand que lui, préférant le simple et le confortable. Et c'est l'innovation qui répond à ça, et elle se complaît dans cette dimension-là. Elle permet d'offrir le mieux à la place du bien, le plus à la place de l'utile. Et c'est ici que le besoin va évidemment trouver la faille pour s'intégrer à l'intérieur. Sa détermination n'est pas en fonction des besoins, mais en fonction de sa disposition à être utilisée, l'innovation. Cette détermination n'est pas en fonction des besoins, mais sa fonction à être utilisée. Le besoin est finalement secondaire. Pour le dire autrement, les besoins sont créés en fonction de la disponibilité de la technique et la solution est apportée dans le même temps par cette technique. S'il faut réformer les institutions, cœur de jouvence comme nous dit Illich, c'est parce qu'elles sont incapables de remettre en cause le système qui les entretient. Et nous participons tous à cela, nous sommes même conditionnés à cela, et dès l'école pour Illich, où nous créons des petits êtres qui sont prêts à la demande. Et une seule petite frange de la population élitiste jouera le jeu d'être l'offre de la demande. Si donc il y a une première institution à réformer, c'est évidemment l'école. Thoreau n'aurait certainement pas été contre. Déjà instituteur, il avait démissionné car il n'adhérait pas aux méthodes d'éducation. En gros, il ne voulait pas
notamment les questions de punition corporelle qu'il ne voulait pas appliquer. Pour reprendre le titre de la séance de ce soir, l'innovation et la compromission de l'homme, il semble qu'on peut répondre que oui. Pour de bonnes raisons, plutôt des raisons naïves, faciles, confortables parfois. L'innovation technique, technologique, son usage, ainsi qu'il en est fait, apporte la croissance économique, un certain développement dont l'homme du commun finalement se satisfait, la moyenne se satisfait. Ne pas être compromis n'est pas, j'insiste, n'est pas rejeter l'innovation, mais la regarder avec un outil juste dans un esprit convivial. C'est-à-dire en quoi l'outil, la société conviviale, va être appuyée sur le développement de l'individu. Pour le dire d'une autre manière, au lieu de développer la technique ou la technologie, puis la laisser s'installer dans on ne sait quel but, c'est se demander pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous utilisons ce que nous utilisons. La technologie, pourquoi faire ? Il semble que nous ayons du mal à répondre à cette question, si tant est que nous nous la posions. Peut-être est-ce dû au fait que l'essence de l'homme, son essence profonde, peut-être l'élan vital avec lequel j'ai commencé tout à l'heure, que l'on peut lire chez Bergson, peut-être que l'essence de l'homme serait justement d'innover sans bien savoir pourquoi, et est-ce que son essence de l'homme est vraiment d'innover ? C'est ce que j'essaierai d'aborder avec vous le mois prochain. Merci pour ce soir. Merci.